Mes parents m'ont jeté, moi et mes enfants, sous la pluie pour avoir sauvé un jeune homme affamé, sans savoir qu'il était milliardaire. Restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire. Et s'il vous plaît, soutenez notre chaîne en vous abonnant, en aimant et en partageant avec vos proches. Votre soutien compte énormément pour nous. Merci, mes amis. Maintenant, passons à notre histoire. Je m'appelle Leona Carter. J'ai 32 ans et je n'aurais jamais imaginé que le simple fait d'offrir un verre de lait à un jeune homme affamé me conduirait à être expulsée sous une pluie torrentielle. Mes 2 bébés accrochés à moi, trempés. 6 mois plus tôt, après un divorce difficile qui nous avait laissés sans abri, j'étais revenue vivre chez mes parents dans leur ferme de chèvres en Alabama rural. Cet après-midi pluvieux, un jeune homme à demi-conscient s'est effondré sur notre porche, ses vêtements trempés, son visage pâle de faim. Mon instinct d'infirmière a pris le dessus malgré la grimace de ma mère et le regard d'avertissement de mon père. À ce moment-là, je ne savais pas que le nourrir me coûterait un toit au-dessus de ma tête. Et je ne savais certainement pas que ce soi-disant « garçon au lait » que j'avais traîné dans notre cuisine valait plus que toute la ferme de mes parents réunis. Laissez-moi vous ramener en arrière. Il y a 3 ans, je travaillais à Dallas comme infirmière pédiatrique. J'aimais mon travail. J'avais un appartement confortable, une équipe formidable et 2 enfants heureux. Amari, 7 ans, toujours avec son carnet de dessin, et Isaiah, 4 ans, incapable de rester immobile plus longtemps qu'un épisode de dessin animé. Puis est arrivé Chris. Il travaillait dans la technologie financière, s'habillait élégamment, parlait avec aisance, faisait des promesses dorées. En 1 an, je l'avais épousé et déménagé à Nashville, laissant tout derrière pour soutenir son plan d'expansion. Quelques mois plus tard, j'avais Isaiah. Peu après, j'ai découvert qu'il envoyait nos économies à une femme rencontrée lors d'une conférence à Washington. 6 ans de mariage se sont évaporés en un fil de messages. Il me restait 2 enfants, un sac de voyage et exactement $163 sur mon compte bancaire. J'ai appelé ma mère en larmes. Sa réponse, « Tu aurais dû mieux réfléchir. » Pourtant, ils m'ont laissé revenir. Mais ce n'était pas un accueil chaleureux. La ferme familiale des Carter s'étendait sur 27 acres de collines verdoyantes à Mapleville, Alabama, à 25 miles de la ville la plus proche. Mon père, Wallace Carter, gardait ses bottes boueuses et ses règles strictes. Ma mère, Gwendaline, gérait la maison comme une base militaire. Silence, propreté, aucune place pour les plaintes. Dès le 2e jour, ils m'ont donné une liste de règles domestiques qui ressemblait à un règlement de prison. Pas de jeu à l'intérieur, pas de voix forte, les enfants au lit à 19 heures précises. Ma fille, Amari, toujours douce et artistique, devenait de plus en plus silencieuse. Je la surprenais à dessiner notre ancien appartement de Dallas, ajoutant des fenêtres lumineuses et des jardinières, même si nous n'en avions jamais eu. Isaiah, lui, rebondissait sur chaque surface comme une balle de ping-pong. Mais à la ferme, cette joie était vite écrasée. Chaque rire se transformait en sermon. Chaque saut devenait une punition. Certains jours, je les emmenais dehors, pluie ou soleil, juste pour leur permettre de respirer. Nous courions près des enclos à chèvres, sautions par-dessus les flaques, cueillions des fleurs près du ruisseau boueux. « Tu en fais des petits sauvages », marmonnait ma mère un jour, secouant la tête en regardant Isaiah sauter dans une flaque. Peut-être avait-elle raison. Mais je n'allais pas laisser mes bébés grandir en ayant peur de la joie. J'avais toujours été comme ça, attirée par ceux qui avaient besoin d'aide. Enfant, j'avais caché un chaton malade dans mon placard pendant 1 semaine jusqu'à ce que je puisse l'emmener chez le vétérinaire. Ma mère disait que j'étais accro aux causes perdues. Moi, je disais que j'avais simplement un cœur. Mon père me prévenait souvent, « La compassion, c'est cher, Léona. Tôt ou tard, ça te ruinera. » Après le divorce, je suppose qu'ils y voyaient une preuve. Chaque matin, je cherchais des offres d'emploi sur l'ordinateur de la bibliothèque municipale, espérant trouver quelque chose à proximité. La plupart du temps, je rentrais les mains vides et trempée par la pluie. Et chaque soir, mon père secouait la tête. « Y a pas de travail d'infirmière par ici. Tu ferais mieux de retourner en ville et de te débrouiller. » Revenir où? Demandai-je. Avec quoi? Il n'offrait aucune réponse. Seulement du silence et des rappels que j'avais de la chance d'être sous leur toit. Début septembre, la pluie tombait à verse, inondant notre petite ville d'Alabama pendant des jours.
La cour arrière s'était transformée en marécage boueux. L'électricité vacillait par moments, et le sentiment d'étouffement s'intensifiait. Puis vint la nuit qui changea tout. Les enfants étaient couchés tôt. Amari avec son lapin en peluche, Isaiah fredonnant une chanson de dessin animé dans son sommeil. Je lisais un vieux manuel d'infirmière, espérant garder mes compétences à jour, quand j'ai entendu un bruit. Un coup. Faible, à peine audible sous la pluie. Je me suis tournée vers la porte d'entrée. La lumière du porche vacillait, perçant à peine la tempête. Je me suis approchée de la fenêtre et c'est là que je l'ai vu. Un jeune homme trempé, s'effondrant face contre terre sur les marches du porche. « Papa !» ai-je appelé. « Il y a quelqu'un dehors. » Mon père est apparu, lampe de poche en main. « Reste en arrière. »« Je suis infirmière, » ai-je dit, saisissant déjà la poignée de la porte. « Je dois vérifier. » J'ai ouvert la porte en grand. La pluie s'est engouffrée instantanément. Il était étendu sur les marches en bois, sa chemise collant à ses côtes, ses joues creusées par la faim. Je me suis agenouillée à côté de lui. « Et, vous m'entendez ?» Ses lèvres ont bougé, à peine audibles. « De l'eau, s'il vous plaît. » Mon père a grogné derrière moi. C'est un vagabond, probablement à la recherche d'ennui. Il est déshydraté. Il a besoin d'aide, ai-je dit, agitant la main. Aide-moi à le faire entrer. Mon père a hésité. Mais quand l'étranger a failli s'évanouir à nouveau, il a soupiré et m'a aidé à le traîner dans la cuisine. Ma mère a explosé dès que nous avons franchi la porte. « Tu as ramené cet homme dans ma maison par ce temps? Et s'il est dangereux? » « Il est affamé, » ai-je rétorqué. « Il n'a pas mangé depuis des jours. » Je l'ai enveloppé dans des serviettes, lui ai versé un verre de lait et préparé un sandwich. Il avait à peine la force de mâcher. Quand il a fini, il m'a regardé avec des yeux bruns larmoyants. « Merci. Je pensais que je n'allais pas m'en sortir. » Ce fut le moment où tout a basculé. Pas seulement pour lui, mais pour nous tous. Le jeune homme, à peine sorti de la vingtaine, s'est présenté comme Ézéchiel, bien que cela soit sorti faiblement entre 2 gorgées d'eau et des doigts tremblants. Je n'ai posé aucune question au début, j'ai juste écouté sa respiration, vérifié sa température et essayé de le garder au chaud. Il n'était pas blessé, du moins pas physiquement, juste gravement malnutri, épuisé et dangereusement déshydraté. Sa chemise trempée collait à sa peau comme du papier mouillé, révélant une silhouette trop maigre pour être en bonne santé. « Il sent le vagabond fauché », a sifflé ma mère depuis l'autre côté de la pièce. « Il sent la pluie et le désespoir », ai-je corrigé. Après qu'il a fini son sandwich, j'ai récupéré quelques vieilles couvertures dans le couloir et les allongées sur le canapé du salon. Ses paupières se sont immédiatement fermées. Mon père se tenait raide contre le mur, les bras croisés comme s'il surveillait un renard dans le poulailler. « On ne connaît pas ce garçon », a-t-il grogné. « Ça pourrait être un voleur ou pire. » Il avait besoin de nourriture et d'eau, ai-je dit, essuyant la pluie de mon front. « C'est tout. »« Tu es trop tendre, Léona. »« Et toi, trop craintif, » ai-je répondu avant de pouvoir m'arrêter. Ézéchiel s'est endormi avant que la dispute ne s'envenime. Je me suis assuré qu'il était stable, j'ai pris une grande inspiration et je suis montée à l'étage sur la pointe des pieds. Amari s'est agitée quand je suis entrée. « Quelqu'un a frappé ?» a-t-elle demandé, endormie. « Juste la pluie, bébé, » ai-je chuchoté. « Rendors-toi. » Le matin est arrivé, dur et gris. La maison sentait les chaussettes mouillées et la tension. Ézéchiel était réveillé, mais silencieux, assis raide sur le bord du canapé pendant que ma mère le regardait comme un loup observe un lapin blessé. « Je partirai dès que la pluie s'arrêtera, » a-t-il murmuré, buvant dans une tasse ébréchée. « Tu resteras jusqu'à ce que tu sois assez fort pour marcher droit, » ai-je dit fermement avant de me tourner vers ma mère. « N'est-ce pas ?» Son silence était assez bruyant pour raisonner. Amari a jeté un coup d'œil depuis le couloir, Isaiah la suivant avec des chaussettes dépareillées. « C'est l'homme du porche ?» a demandé Amari. « Oui, » ai-je dit, m'accroupissant à côté d'eux. « Il s'appelle Ézéchiel. Il se repose ici un moment. »« Il est tombé du ciel ?» a demandé Isaiah, les yeux écarquillés. « Quelque chose comme ça » a dit Ézéchiel avec un léger sourire. La tempête a repris de plus belle peu après. Le tonnerre grondait. Le toit fuyait.
Mais bizarrement, la cuisine semblait plus chaude que d'habitude. Peut-être parce que, pour une fois, je ne me sentais pas invisible. Plus tard dans la journée, j'ai surpris Ézéchiel à la fenêtre arrière, regardant les chèvres dans le champ avec une nostalgie inhabituelle. « Tu es déjà allé dans une ferme ?» ai-je demandé. Il a laissé échapper un petit rire. J'ai grandi près d'une. Ça fait longtemps que je n'y suis pas retourné. Que s'est-il passé? Il a hésité, puis a dit, la vie est devenue bruyante. J'avais besoin de calme. Je n'ai pas insisté. Les gens fuient pour toutes sortes de raisons. Je le savais mieux que quiconque. Mais quelque chose en lui semblait différent. Il n'avait pas cette énergie arrogante et impuissante que portent la plupart des vagabonds. Il y avait une calme, une conscience, et quand il regardait la pluie, c'était comme s'il la comprenait. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur le porche, chacun tenant une tasse de thé tiède. Les enfants étaient à l'intérieur, regardant un vieux dessin animé sur DVD. « Tu es doué avec eux », a-t-il dit. « J'essaie de faire de mon mieux. »« On dirait plus que ça », a-t-il ajouté doucement. « Tu te soucies d'eux. Vraiment. » J'ai jeté un coup d'œil de côté. C'est inhabituel pour la plupart des gens. Il a hoché la tête. Oui, ça l'est. Puis il a regardé la boue en contrebas. Tu sais, tu aurais pu m'ignorer. La plupart des gens l'auraient fait. Ce n'est pas moi, ai-je dit. Et je ne veux pas que mes enfants grandissent en pensant que c'est acceptable. Nous sommes restés silencieux un moment. Un silence paisible. Celui qui s'installe dans vos os. Mais la paix ne dure pas longtemps dans une maison où l'orgueil et la peur occupent la plupart de l'espace. Cette nuit-là, mon père m'a prise à part. Il doit partir, a-t-il dit platement. Demain matin. Il est encore faible. Ce n'est pas notre problème. Ma mère se tenait derrière lui, les bras croisés comme un avertissement final. Si tu veux héberger des étrangers, fais-le sur ton propre terrain. Le message était clair. Soit Ézéchiel partait, soit c'était nous. Où sommes-nous censés aller? Ai-je demandé, la voix aiguë et brisée. Ça ne nous concerne plus, a répondu mon père. Je n'en revenais pas. Après tout, ils allaient vraiment mettre leurs filles et leurs petits-enfants dehors en plein orage parce que j'avais donné un sandwich à un homme affamé. Quand j'ai raconté à Ézéchiel ce qui s'était passé, il a essayé de se lever. Je pars maintenant, a-t-il dit, attrapant ses bottes. Tu ne devrais pas souffrir à cause de moi. Tu peux à peine traverser la pièce, ai-je rétorqué. Si tu sors, tu t'effondreras avant la fin de la route. Alors je ramperai. Non, tu ne le feras pas. Les enfants sont entrés dans la pièce juste au moment où je me disputais à nouveau avec mes parents. Leurs visages se sont froissés de confusion. Amari s'est accrochée à ma jambe. Isaïa a demandé s'ils avaient des ennuis. Non, mes bébés, ai-je chuchoté, m'agenouillant pour les serrer dans mes bras. Rien de tout cela n'est de votre faute. Je ne resterai pas là où je ne suis pas voulu, a dit Ézéchiel doucement. Mais je veux vous aider, toi et les enfants. Ma mère a traversé la pièce comme une bourrasque de jugement. Tu as toujours choisi les égarés plutôt que ta propre famille, Léona. Cette fois, tu peux partir avec eux. Et c'était tout. Pas d'appel, pas de compromis, juste un ordre et un compte à rebours de 45 minutes pour emballer tout ce que nous pouvions dans une vieille voiture déglinguée qui fonctionnait à peine. La pluie tombait plus fort maintenant. Le ciel s'ouvrait comme s'il avait attendu le bon moment pour tout déverser sur nous. J'ai chargé la voiture en silence. Isaïa pleurait parce que j'avais laissé sa couverture préférée. Amari serrait un sac poubelle rempli de ses dessins. Ézéchiel a essayé d'aider mais a trébuché 2 fois. 20 minutes plus tard, nous étions tous dans la voiture, mouillés, froids, silencieux. J'ai tourné la clé. Ça n'a pas démarré. J'ai réessayé. Le moteur a tout sauté et s'est éteint. Nous étions coincés, trempés, sans abri, tout ça parce que j'avais aidé un homme affamé qui avait frappé à ma porte. Je suis restée assise sur le siège conducteur de ma berline trempée, le front contre le volant, tandis que la pluie martelait comme si elle était en colère contre le monde. Les essuie-glaces étaient inutiles. Le chauffage avait abandonné depuis longtemps, et mes bébés, enveloppés dans une couverture humide à l'arrière, me regardaient avec une confiance silencieuse qui a brisé quelque chose en moi. J'ai oublié mon carnet de dessin, a murmuré Amari,
essayant de ne pas pleurer. J'ai oublié Dino, a dit Isaiah doucement, la voix tremblante. On vous en achètera des nouveaux, ai-je promis, même si je ne savais pas comment j'allais payer un pain, encore moins des jouets ou des fournitures d'art. Le seul bruit pendant un moment était le grésillement de la radio cassée et la pluie qui déferlait. Puis Ézéchiel, d'une voix rauque, a dit depuis le siège passager. Il y a un endroit où nous pouvons aller. Ce n'est pas loin, peut-être 3 miles à l'est. Je me suis tourné vers lui, clignant des yeux. Où? Une propriété où je séjourne. Elle appartient à ma famille. C'est calme, sûr, avec des provisions. On peut y arriver à pied. Par ce temps. Il a hoché la tête. J'ai fait pire, et on ne peut pas rester ici. Il avait raison. Le moteur était mort. Mon téléphone n'avait pas de réseau, et il n'était pas question de ramper jusqu'à mes parents pour supplier de revenir. Alors, j'ai emmitouflé les enfants plus fort, jeté un dernier regard à la maison derrière nous. Et je suis sorti dans la tempête avec un étranger qui, jusqu'à hier, je pensais n'être qu'un pauvre garçon affamé. La marche à travers les bois était épuisante. Je portais Isaiah sur de longues distances, son petit corps s'accrochant à moi comme un bébé koala. Amari avançait à mes côtés, une main agrippant le bas de mon manteau, l'autre tenant le sac à dos de son frère. Ézéchiel s'appuyait sur une grosse branche qu'il avait cassée d'un arbre, boitant lourdement, mais avançant avec une détermination que je ne pouvais m'empêcher d'admirer. La pluie ne s'est pas calmée une seule fois. Mes chaussures s'enfonçaient dans le chemin boueux. L'eau trempait chaque couche de vêtements que nous portions. Mais nous avons continué. On y est presque, répétait-il, juste après les arbres. Je ne l'ai pas cru jusqu'à ce que je le voie. Ce n'était pas une cabane ou un cottage. C'était un manoir. Une maison moderne et élégante en verre et en bois, nichée entre les arbres comme si elle avait poussé de la terre elle-même. De grandes fenêtres enveloppantes. Une terrasse de la taille de mon ancien appartement. Et une lumière jaune chaude brillant de l'intérieur comme un phare. Tu as dit que ça appartenait à ta famille, ai-je dit, stupéfaite. Il a hésité. J'ai menti. Puis il a avancé en boitant, a ouvert un panneau près de la porte d'entrée et a tapé un long code. La serrure a cliqué. Bienvenue dans ma cachette, a-t-il dit. Entrez, je vous en prie. L'intérieur était encore plus irréel. Des sols en béton poli, une cheminée capable de rôtir un cochon entier, des plafonds voûtés avec des poutres apparentes, des meubles minimalistes trop propres pour s'asseoir dessus. Les enfants sont entrés, les yeux écarquillés, souriant malgré leurs vêtements trempés. C'est pas une cabane à chèvres, a dit Isaiah, la mâchoire tombante. Je me suis tourné vers Ézéchiel. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu vraiment? Il s'est assis lourdement sur un canapé en cuir, respirant difficilement. Je m'appelle Ézéchiel Miles. Je suis le fondateur d'Eastfield Global Logistics. Je l'ai bâti de toutes pièces il y a 10 ans. La distribution de lait a tout commencé. C'est pourquoi je plaisante en disant que je suis un garçon au lait. Je l'ai fixé. Tu es cet Ézéchiel Miles, celui qui possède la moitié des transports de l'Alabama. Il a hoché la tête. Oui, c'est moi. Je me suis assise lentement. Donc, l'homme que j'avais trouvé trempé sur mon porche n'était pas juste affamé. C'était un milliardaire. Il a esquissé un sourire fatigué. J'étais les deux. Pendant que les enfants exploraient les couloirs et jetaient des coups d'œil dans des pièces plus grandes que notre ancien appartement, j'ai aidé Ézéchiel à enfiler des vêtements secs tirés d'un dressing plus grand que ma chambre d'enfant. Il m'a montré la cuisine, qui contenait assez de nourriture pour 10 familles. J'ai préparé un repas rapide, soupe de poulet aux nouilles, pain grillé, fruits coupés. Les enfants ont dévoré. Ézéchiel a picoré son assiette, encore fatigué. Puis il a dit, « Je sais que c'est soudain, mais toi et tes enfants êtes les bienvenus ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. » J'ai ouvert la bouche pour protester, puis les refermer. Il a ajouté doucement, sans condition. « Je te dois la vie, Léona. » Plus tard ce soir-là, après avoir bordé les enfants dans une suite d'invités avec des sols chauffants et un puits de lumière, je suis redescendu pour trouver Ézéchiel près de la grande fenêtre, regardant la pluie ralentir enfin. « C'est une maison sécurisée, » a-t-il dit. L'une des 3 que j'ai construites après des problèmes avec un concurrent. Ils ont essayé de ruiner mon entreprise, soudoyer mon personnel,
pirater mes serveurs. J'ai à peine sauvé la société. C'est pour ça que tu étais dehors dans la tempête. Il a hoché la tête. J'ai dû disparaître quelques jours. Je ne m'attendais pas à m'effondrer sur le porche d'un inconnu. Je me suis tenu à côté de lui et j'ai demandé « Pourquoi tu ne m'as pas dit qui tu étais plus tôt ?» Parce que je voulais voir comment tu traitais quelqu'un qui n'a rien. Il s'est tourné vers moi, les yeux sombres et sincères. Tu m'as traité comme si j'avais de l'importance. C'est rare. Nous n'avons pas parlé pendant un moment après ça. Nous sommes restés là, regardant les dernières gouttes de pluie couler sur la vitre comme de petites rivières. Puis il a demandé doucement « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai soupiré. Je ne sais pas. Je ne peux pas retourner chez mes parents. Je n'ai pas de travail, pas d'économie, pas d'endroit où vivre. Il a hoché la tête, pensif. Alors peut-être qu'il est temps de recommencer à tes conditions. J'ai levé les yeux. Aussi simple que ça. Il a souri. Pas simple, mais possible. Et pour la première fois depuis des mois, je l'ai cru. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans un lit qui semblait être un nuage. Amari et Isaiah étaient blottis dans des lits jumeaux à côté de moi dans la suite d'invités, propres, au chaud, en sécurité. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, et pour la première fois depuis une éternité, je n'entendais ni cris ni jugement dans le couloir. Je suis entrée pieds nus dans la cuisine et j'ai trouvé Ézéchiel déjà debout, assis à l'îlot avec un ordinateur portable ouvert et une tasse de thé fumante à côté de lui. Il semblait différent à la lumière du jour, encore fatigué mais plus fort, concentré. « Je pensais que tu dormirais encore, » a-t-il dit. « Je n'ai pas aussi bien dormi depuis des mois. » Ai-je répondu. « Bien. Tu en avais besoin. » Puis il a tourné l'ordinateur vers moi. « Je veux te montrer quelque chose. » Sur l'écran, il y avait un plan détaillé pour une nouvelle division de son entreprise, Eastfield Car. C'était un programme de sensibilisation communautaire qu'il concevait pour les zones rurales mal desservies, axé sur l'accès à la nourriture, les services de santé et l'aide d'urgence. Je travaillais là-dessus avant que tout ne déraille, a-t-il expliqué. Mais je n'avais jamais la bonne personne pour le diriger. J'ai cligné des yeux. Tu me regardes. Tu es une infirmière diplômée avec une expérience concrète. Tu es ancrée, compatissante, et tu sais ce dont les familles ont vraiment besoin. Il s'est penché en avant. Je te fais confiance, Léona, et j'aimerais t'offrir le poste de directrice communautaire. Je l'ai fixé. Tu ne me connais même pas, ai-je dit doucement. J'en sais assez. Tu as aidé un homme affamé sans rien savoir de lui. Ça me dit tout. Plus tard ce jour-là, pendant que les enfants construisaient des forts de coussins dans le vaste salon, je me suis assise à un bureau dans l'un des bureaux libres et j'ai lu la proposition. Ce n'était pas juste un emploi. C'était un avenir. Il offrait un salaire avec lequel je pouvais réellement élever mes enfants. Des avantages sociaux, un soutien au logement, de la flexibilité pour les parents célibataires, mais surtout, il me redonnait un but. Je veux le mériter, ai-je dit à Ézéchiel plus tard ce soir-là, alors que nous sirotions de la limonade sur la terrasse arrière. Pas de faveur. Il a ri. Tu penses que je donne des emplois à 6 chiffres par pitié? Peut-être. Alors tu ne me connais vraiment pas, a-t-il répondu avec un sourire en coin. Ce rôle a besoin de quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti entier. J'ai pensé à mes parents, à mon mariage raté, à ce siège de voiture froid, à la boue collée à mes bottes. Alors je suis prête, ai-je dit. 2 semaines plus tard, j'étais officiellement embauchée. Le titre officiel, directrice de l'impact communautaire, division Eastfield Car. La première mission, établir un bureau satellite dans la ville de Linwood, à seulement 15 minutes de la ferme de mes parents. J'ai trouvé une location modeste, une maison de 3 chambres avec une véranda et un jardin de fleurs sauvages dont Amari est immédiatement tombée amoureuse. Isaiah avait de l'espace pour courir et respirer. Quand j'ai dit à mes parents que nous ne reviendrions pas, ma mère a dit platement « Donc, tu laisses un riche garçon jouer les sauveurs maintenant ?» Ce à quoi j'ai répondu « Non, je me sauve moi-même. » Il m'a juste donné l'opportunité. Ézéchiel restait impliqué, mais à une distance que j'appréciais. Il passait une fois par semaine pour vérifier le projet, apporter des livres et des jouets aux enfants, et partager des idées autour d'un café. Amari l'adorait.
Isaïa pensait qu'il était une sorte de super-héros. Un soir, alors que nous étions assis dehors à regarder les enfants chasser les lucioles, Ézéchiel s'est tourné vers moi. « Tu penses parfois à ce qui serait arrivé si tu n'avais pas ouvert cette porte ?» « Oui, ai-je dit, et je remercie Dieu tous les jours de l'avoir fait. » Il n'a pas souri, juste hoché la tête lentement. « Moi aussi. » À la fin du premier mois, nous avions notre petit bureau opérationnel. Nous avons lancé un programme de lait et de nutrition pour les familles en difficulté, commencé un partenariat avec une clinique gratuite avec des infirmières locales, distribué des bottes de pluie et des parapluies aux enfants qui marchaient de longues distances par temps humide. Le bouche à oreille s'est vite répandu. Les gens étaient curieux, puis reconnaissants, puis fidèles. Et moi, je sentais que j'avais enfin cessé de survivre pour commencer à vivre. Mais le moment le plus marquant est arrivé un jeudi pluvieux lorsque mon père s'est présenté à mon nouveau bureau. Il n'a pas frappé, il est juste entré, trempé de la tête aux pieds dans ses bottes de ferme boueuse, et s'est tenu là comme s'il ne savait pas comment parler. J'ai posé mon porte-bloc et croisé les bras. « Qu'est-ce qui t'amène ?» Il a regardé autour de lui les panneaux d'affichage colorés, les bénévoles joyeux, et ma plaque de nom sur le bureau. Puis il s'est raclé la gorge. « Je suis venu voir de mes propres yeux. » « Voir quoi ? » ?»« Que tu l'as fait sans nous, sans personne. » Il n'y avait pas d'excuse, mais il y avait quelque chose de sincère dans son ton. « Je suis fier de toi, Léona, » a-t-il enfin dit. « Tu as construit quelque chose de bien. » J'ai hoché la tête. « Merci. » Avant de partir, il s'est agenouillé à côté d'Isaïa et lui a tendu un camion jouet. « Tu avais oublié ça, » a-t-il marmonné. Les yeux d'Isaïa se sont illuminés. « Merci, papy. » Il est parti sans un mot de plus. Mais ce moment a recousu un petit quelque chose. Pas tout, mais assez. 3 mois plus tard, tout avait changé. Notre bureau communautaire à Linwood prospérait. Nous avions déjà aidé plus de 400 familles, distribuant du lait frais, des fournitures pour bébés, des kits de santé et des repas d'urgence. Le programme Eastfield Car devenait un modèle pour l'aide rurale. Et j'étais la femme en charge. Moi. Pas une mère célibataire brisée, pas la fille dépendante de quelqu'un, mais une directrice, une bâtisseuse, une protectrice de son propre foyer. La professeure Damari disait qu'elle était une artiste naturelle. Isaïa menait les jeux dans la cour au lieu d'être puni pour son trop-plein d'énergie. Tous deux s'épanouissaient sous la lumière de la stabilité. Et moi, j'étais entière. Un samedi, Ézéchiel nous a invités à nouveau dans la maison en verre et en bois, celle nichée au fond des arbres où tout ce voyage avait pris un tournant. Cette fois, il ne pleuvait pas. Le soleil perçait à travers les pins. La terrasse était chaude sous nos pieds, et les enfants couraient pieds nus sur l'herbe, riant comme si le passé ne les avait jamais touchés. Après le dîner, Ézéchiel m'a tendu une petite boîte en velours. « Je ne te fais pas une demande en mariage », a-t-il dit rapidement avec un sourire. « Pas encore. » J'ai ouvert la boîte pour trouver une clé en argent sur une chaîne délicate. « C'est pour cet endroit, » a-t-il dit. « Je veux que tu y aies accès à tout moment, comme ton propre refuge, pour toi et les enfants. » Je l'ai regardé, le geste s'enfonçant dans ma poitrine comme une chaleur. « Tu es sûre ? » « Tu m'as rendu plus que tu ne le sais, Léona, » a-t-il dit. Cette nuit-là, j'étais prêt à abandonner. Tu as vu un inconnu trempé et affamé et tu lui as quand même donné une place où s'asseoir. J'ai souri doucement. Tu n'étais pas un inconnu. Toi non plus, a-t-il répondu. Ce soir-là, alors que les enfants étaient blottis sur le canapé du salon, regardant des dessins animés et mangeant le pop-corn de luxe d'Ézéchiel, je suis sortie avec lui sur le porche. Tu as changé nos vies, ai-je dit. Il a secoué la tête. C'est toi qui as changé la mienne. Nous sommes restés assis là en silence, épaule contre épaule, regardant dans les bois. Le même endroit où je l'avais autrefois traîné à moitié conscient à travers une tempête semblait maintenant être une terre sacrée. Ce n'était pas romantique. Pas encore. Mais il y avait quelque chose de plus profond que l'affection, un respect, une loyauté tranquille, quelque chose bâti à travers les épreuves, pas les contes de fées. Plus tard cet été-là, lors d'un de nos pique-niques communautaires mensuels dans le parc de Linwood, j'ai regardé Ézéchiel jouer à chat avec Isaïa pendant qu'Amari peignait des fresques avec d'autres enfants sur de longs morceaux de carton. Mes parents sont venus ce jour-là. Pas de sermon,
pas de froideur, juste un gobelet aux pêches fait maison et 2 chaises pliantes. Mon père a même proposé de réparer la porte moustiquaire du bureau la prochaine fois qu'il passerait. La guérison n'arrive pas toujours sous forme d'excuses. Parfois, elle se présente sous forme de plats cuisinés et de menuiseries. À l'automne, Eastfield Car s'était étendu à 3 comtés voisins. Ézéchiel a repris un rôle plus public, mais il restait une partie stable de nos vies. Il est venu à l'exposition d'art d'Amari. Il a aidé Isaiah à construire sa première cabane dans les arbres. Lui et moi, nous grandissions doucement, prudemment, mais profondément. Puis vint le jour où j'ai trouvé une note collée sur la porte de mon bureau. Elle disait « Léona, tu m'as sauvé avec ta bonté. Maintenant, construisons la bonté en quelque chose de permanent. Vérifie le dossier sur ton bureau. » À l'intérieur, il y avait un document me nommant directrice exécutive du nouvellement formé Eastfield Rural Development Trust, une division à but non lucratif créée en mon honneur. Il incluait un budget, des plans d'expansion du personnel et un engagement de financement à long terme. Je me suis effondré dans mon fauteuil et j'ai pleuré. Pas à cause de l'argent, pas même à cause du titre, mais parce que quelqu'un avait enfin vu la valeur de ma compassion et l'avait traité comme un pouvoir. En regardant en arrière maintenant, je ne regrette pas un seul moment. Ni la pluie, ni le Porsche, ni même le chagrin qui m'a conduite à la porte de mes parents. Parce que parfois, la tempête ne vient pas pour vous détruire. Elle vient pour emporter tout ce qui n'était pas destiné à rester. Et parfois, l'étranger que vous nourrissez sous la pluie finit par être la personne qui vous aide à retrouver le soleil. Salut, mes amis. Si cette histoire de foi, de seconde chance et de bénédictions inattendues a touché votre cœur, prenez un moment pour aimer, commenter et vous abonner à notre chaîne, et dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà aidé quelqu'un pour découvrir qu'il a changé votre vie en retour? Nous voulons entendre votre histoire. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que la bonté n'est pas une faiblesse. C'est un super pouvoir. Et parfois, les gens que nous sauvons finissent par nous sauver aussi.